Amis téléspectateurs, internautes de Pikine TV, je vous dis bonsoir. Bonsoir puisqu'on est au crépuscule de la journée. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de votre émission dénommée Agora. L'émission Agora, c'est une émission philosophique que j'ai toujours l'immense plaisir de vous présenter, moi et mon collègue Maxime Kanfani, le grand philosophe, l'incontournable philosophe. Les pensées philosophiques seront décortiquées aujourd'hui pour vous permettre d'avoir une meilleure appréciation de la philosophie, vous les élèves du terminal L et les élèves du terminal S, et pourquoi pas les philosophes en tant que tels. Donc aujourd'hui, nous allons encore partager le savoir philosophique, moi et Maxime Kanfani. Maxime Kanfani, je vous dis bonsoir. Bonsoir Mati, c'est encore un immense plaisir de vous présenter l'émission Agora, comme l'a dit ma consoeur tout à l'heure, une émission dédiée Agora qui va tenter de répondre aux questions philosophiques qu'elle va me poser tout à l'heure. D'ailleurs, philosophie devient une nécessité, comme l'a dit une pensée musulmane. Il y a une pensée musulmane qui dit que celui qui fait l'effort de rechercher, s'il trouve, il a deux bienfaits. Celui qui est lié à l'effort de recherche et celui qui est lié à la découverte. S'il ne trouve pas ou s'il se trompe, il a au moins un bienfait, celui qui récompense l'effort de rechercher. Dès lors, on comprend que philosophie devient une nécessité. Dans le même ordre d'idée, la Bible nous enseigne que cherchez et vous trouverez, dit Jésus dans Saint Matthieu chapitre 7, verset 7. Nous allons démarrer avec la première question qui consiste à savoir, la science suffit-elle au bonheur de l'homme? Oui, d'une part, on peut dire que la science fait le bonheur de l'homme, mais avant de répondre à cette question, il serait peut-être important de définir d'abord ce qu'est la science. De ce point de vue, on peut définir la science comme une pensée rationnelle, caractérisée par l'objectivité, l'universalité, l'unanimité, la capacité de parvenir à des connaissances dont on peut faire la preuve. Donc de ce point de vue, on peut dire que la science, l'une des caractéristiques essentielles de la science, c'est la preuve. Voilà pourquoi Gaston Bachelard a dit que la science, c'est l'union des travailleurs de la preuve. Mais dire que la science aussi fait le bonheur de l'homme, c'est centrer la réflexion sur le fait que la science a transformé considérablement la vie humaine. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un monde ultra technologique, dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc vu sur cet angle, on peut dire que la science a permis à l'homme d'être maître et possesseur de la nature, comme l'a dit René Descartes. Donc on peut dire que la science fait le bonheur de l'homme d'une part. Mais d'autre part aussi, il faudra évoquer les dérapages, les conséquences néfastes causées par la science. Quand je parle des dérapages de la science, je fais allusion aux conséquences néfastes que la science a causées. Je prends l'exemple des bombes atomiques. Les bombes atomiques, l'avortement médicalisé, les pilules du lendemain. Tout cela, ce sont des échecs causés par la science. C'est pourquoi François Rabelais a senti la nécessité de moraliser, de donner une âme à la science en disant « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc on comprend que selon François Rabelais, si la science n'est pas accompagnée de la philosophie, elle risque de détruire l'humanité. Passer à la deuxième question. Vouloir la certitude, n'est-ce pas tuer la philosophie? La philosophie et la certitude sont deux notions qui sont inconciliables. Je dirais même qu'elles sont deux notions qui sont incompatibles. Incompatibles pourquoi? Parce que la réflexion philosophique n'est pas la détention, la réflexion de la philosophie n'est pas la possession du savoir. Carl Jaspers nous a fait comprendre que philosophie, c'est être perpétuellement en chemin en route. À travers sa fameuse citation intitulée consignée dans son ouvrage intitulé Introduction à la philosophie, quand il dit ceci, je cite, l'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité et non sa possession. Faire de la philosophie, c'est être en route. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, car chaque réponse devient une nouvelle question. Donc, à travers cette citation de Carl Jaspers, on comprend que la philosophie n'est pas la possession intégrale du savoir, parce que philosophie, c'est être perpétuellement en route. De ce point de vue, on peut dire que la certitude tue la réflexion philosophique, parce que celui qui pense voir clair en tout, c'est parce qu'il a cessé de philosopher. Philosophie, c'est un éternel questionnement. On l'a tous compris. Pour passer à la troisième question, Maxime, qu'est-ce qui fait la différence entre le philosophe et l'homme au sens du commun? C'est une question pertinente, une question importante. Pourquoi? Parce que le philosophe est par essence quelqu'un qui est animé par la quête de la vérité. Maintenant, poser la question, qu'est-ce qui fait la différence entre le philosophe et l'homme du sens commun? C'est démarquer, c'est faire une distinction, c'est faire une différence entre l'homme du sens commun et le philosophe. Nous savons que le philosophe est par essence quelqu'un qui est animé par la quête de la vérité. Je me répète. Pourquoi? Parce que tout ce qui intéresse le philosophe, c'est la quête de la vérité. Maintenant, dans la perspective de vouloir accéder à la vérité, le philosophe a souvent tendance à adopter une démarche, une attitude dubitative. Voilà pourquoi le philosophe se distingue de l'homme du sens commun. Par contre, l'homme du sens commun, il a un esprit piégé par les apparences. L'homme du sens commun a tendance à se fier aux apparences. L'homme du sens commun a tendance à se fier aux préjugés. L'homme du sens commun a tendance à se fier aux vérités qui sont irrationnelles. Or, philosopher, c'est faire appel à la réflexion critique. Philosopher, c'est faire appel à la raison. Philosopher, c'est adopter une démarche critique. Voilà pourquoi aussi Platon, à travers sa fameuse allégorie de la caverne,
nous a voulu faire comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre le philosophe et l'homme du sens commun. Là où le philosophe tente de se démarquer de l'apparence, là où le philosophe tente de quitter le monde sensible pour accéder dans le monde intelligible, l'homme du sens commun se laisse piéger par les apparences. Donc de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une différence fondamentale entre le philosophe et l'homme du sens commun. Je me répète, le philosophe est animé par une attitude critique, par une attitude dubitative, tandis que l'homme du sens commun a un esprit piégé par les apparences. Donc comparer ces deux personnes, on peut dire que le philosophe n'est pas l'homme du sens commun. Encore merci beaucoup. Donc pour passer à la quatrième question, l'homme est-il un cas de la nature? Répondre à cette question, c'est essayer de répondre ce qui fait la définition de la nature humaine. Parce que l'homme est par essence un être complexe, l'homme est par essence un être indéfinissable, l'homme est par essence un être inconnaissable. Donc cette question, nous allons la centrer sur le domaine 2, communément appelé la vie sociale. Parce que dans tout le domaine 2, ce qui importe dans le domaine 2, c'est la problématique de la définition de l'homme. Les philosophes ont du mal à définir exactement qu'est-ce qu'est l'homme. Donc dire que l'homme est un cas de la nature, c'est dire que l'homme est un être particulier au sein de la nature. Ça me rappelle d'ailleurs les propos de Martin Buber, quand Martin Buber dit que l'homme est un cas de la nature. L'homme est un cas de la nature parce que l'homme est un être exceptionnel au sein de la nature. Dès sa venue au monde, l'homme il a trouvé ici une nature qui est vierge, une nature qui était intacte. Donc l'homme, puisqu'il est un être doté d'une intelligence, il va essayer d'agir sur la nature. Il va transformer la nature à sa guise de manière intelligente pour subvenir à ses besoins. Donc l'activité par laquelle l'homme transforme la nature pour avoir une culture, ce qui fait de lui un être exceptionnel, ce qui fait de lui un cas de la nature. Donc pour donner une démonstration mathématique, on peut dire que homme égale nature plus culture, animal égale nature moins culture. Parce que pour qu'il y ait culture, il faut qu'il y ait transformation intelligente de la nature. Mais malheureusement, cette intelligence, l'animal ne la possède pas. Pourquoi? Parce que l'animal est guidé par son instinct naturel. Vu sous cet angle, on peut dire que l'homme est bel et bien un cas de la nature. Il est un cas de la nature parce qu'il possède une nature et une culture.